Vous écoutez IDFM, il est 21h. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour l'édition spéciale Coupe du Monde 2014, votre nouveau rendez-vous en direct chaque vendredi, chaque jeudi même, entre 21h et 22h sur les antennes d'IDFM, 98 FM. Les belles histoires, les grandes tragédies, les émotions, les belles images, on va parler de tout ce qui nous réunit autour de cette compétition. Le principe est simple, antenne ouverte au 01 34 12 12 22 pour débattre avec nos chroniqueurs sur IDFM. C'est vous qui allez faire vivre cette Coupe du Monde. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on passe au menu du jour, le programme, le sommaire de ce que nous allons aborder, ce sur quoi vous allez justement réagir. Et on commence tout de suite. L'équipe de France, bien sûr, au programme aujourd'hui. Elle rencontre la Suisse. C'est demain soir pour une qualification en 8e. Focus sur les Bleus en début d'émission. Elle a terminé son règne hier soir. La plus glorieuse équipe du 21e siècle, enterrée au Maracana. L'Espagne se relèvera-t-elle de son échec? On en parle bien sûr avec vous en deuxième débat. On dit le Brésil fragile, victoire contestée contre la Croatie, match nul positif ou poussif face au Mexique. La Seleção est-elle toujours l'un des favoris? Ce sera bien sûr un sujet que nous traiterons avec vous, chers auditeurs, en milieu d'édition. Vive le football libre, l'humeur de Eddy Amari, un coup de cœur sur le jeu proposé par les 42 équipes. Vous êtes d'accord avec Eddy ou vous n'êtes pas d'accord avec Eddy? Et ben on vous laisse bien sûr réagir. On fera un petit détour également par l'Algérie et le Brésil où nos deux correspondants nous attendent pour parler de l'ambiance sur place. Et puis pour clôturer cette émission, le grand clash, le duel des auditeurs. La question aujourd'hui, le Portugal passera-t-il les poules? Vous êtes pour, vous êtes contre? Votre avis nous intéresse et on vous invite bien sûr à réagir au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 bien sûr pour vous affronter sur la question du jour. Le Portugal passera-t-il les poules? Avant de commencer cette émission, parlons composition. Et qui va m'accompagner justement dans ce 11 type? Les titulaires à la Dream Team de IDFM 98 FM, d'IDFM Sport, réunis aujourd'hui bien sûr sur cette édition spéciale Coupe du Monde. Que serait cette édition spéciale sans le numéro 10? C'est Eddy Amari, le romantique, l'expérimenté, le beau gosse. Salut Eddy, comment ça va? Salut Manu, bonsoir à tous. Heureusement que l'Algérie n'a pas gagné, sinon cette émission aurait été un calvaire pour notre meneur, milieu relayeur. J'aurais préféré le numéro 9. Numéro 9, allez, ça on va dire. Comme ça, il en manque un au Brésil, il en manque un également à l'Algérie. Exactement. Et nous, on l'a en studio aujourd'hui, le Belge Linden Lutello est avec nous. Salut Linden. Salut Manu, salut l'équipe. T'es pas venu avec le maillot aujourd'hui, hein? Non, du tout, parce que sinon on dirait que le garçon ne se change jamais. J'avais mis en attaque aujourd'hui, mais on va peut-être le faire redescendre un petit peu défenseur central, si vous le voulez bien. Valentin Paris, le petit jeune de l'équipe en 98, il avait 3 ans et demi, son plus beau souvenir. France-Espagne de 2006. Salut Valentin. Salut Manu, salut l'équipe. Bon, comment ça va Valentin? Ça va très bien, très bien. Ouais. Bah oui, bien. Heureux avec cette Coupe du Monde magnifique pour le moment. Et en plus, tu vas nous faire vivre un petit peu cette soirée avec un match en fil rouge. Angleterre-Uruguay, ça a commencé maintenant depuis 4 minutes. Allez, on se fait un petit point score. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Toujours 0-0. Les deux équipes pour l'instant sont dans un round d'observation. D'accord. Des 0-0 d'observation. Tu nous confirmes, Rooney repositionné en 9,5? Tout à fait. Et Luis Suarez titulaire. Exactement. Les deux informations, bien sûr, principales de cette soirée. Et je vous rappelle que ce match est important à double titre, puisque, tout simplement, c'est une qualification, mais une élimination qui se joue ce soir pour l'équipe qui va, bien sûr, perdre cette rencontre. Première occasion? Première occasion, ouais, pour l'Uruguay sur un corner. Bon, écoutez mes amis, on va lancer quand même cette édition spéciale Coupe du Monde 2014. Le coup d'envoi, tout simplement,
Suarez qui a tenté le corner rentrant. Ah, ça c'est original, c'est original. On revient vers vous messieurs, bien sûr s'il se passe quelque chose. Le coup de sifflet, ça y est, c'est lancé, l'édition spéciale Coupe du Monde 2014 et le premier sujet, la France qui affronte le Brésil pour une qualification en 8e de finale. Qualification qui serait presque acquise en cas de victoire bien sûr demain contre la Suisse. Les Bleus sont confiants, on les écoute et on réagit bien sûr juste après. Il y a un climat de confiance mais pas d'euphorie. Vraiment, voilà, on est assez réaliste. On sait que c'était important d'avoir bien débuté la compétition, mais que rien n'est fait. Ça se passe bien. On a peur de personne, mais on a confiance en nous, tout simplement. On ne sait pas vraiment ce qu'on a dans le vent. On l'a su lors du France-Ukraine. Tu sens que quand même quelque chose s'est créé. Et ça, cette certitude, oui, je l'ai. Pour se dire que voilà, si on est dos au mur, on va répondre présent. Ça, oui, je peux me porter garde. Un vrai test. Maintenant, quoi qu'il arrive après ce match, le sort ne sera pas décidé, donc c'est sûr qu'il faut bien l'aborder. Et si ça se passe bien, ça peut encore nous donner plus de confiance. Plus de confiance, un vrai test, les Bleus pour une place en 8e de finale. Alors appelez-nous bien sûr au 01 34 12 12 22 pour répondre à cette question. Compilation de la conférence de presse d'hier, les Bleus, on les sent confiants mais méfiants parce que la Suisse c'est un peu le premier gros test, c'est en tout cas ce qu'ils viennent de nous dire. Votre avis messieurs sur cette question, je vous écoute et je vais donner la parole à Eddy. On peut dire que les voyants sont au vert pour l'équipe de France, une très bonne préparation, une très bonne entame de Coupe du Monde avec cette très belle victoire face à l'Honduras et des sourires qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et un réel état d'esprit qui est revenu. On peut vraiment dire que les voyants sont au vert. Pour preuve, la conférence de presse de Patrice Evra. Pour que Patrice Evra se présente en conférence de presse et que Didier Deschamps le laisse parler à la presse, ça prouve que le groupe vit très bien et que Didier Deschamps n'a plus peur de l'opinion du public. Exact. Une réaction Linden par rapport à ce que vient de dire Eddy justement sur la présence de Patrice Evra. Ça a fait beaucoup parler notamment hier. Ça a fait beaucoup parler, mais en positif, puisque bon, même si certains ont estimé qu'il y avait de la surcommunication là-dessus, que c'était surjoué, mais c'est quand même des éléments positifs qui sont ressortis. Patrice Evra avec le sourire, Patrice Evra autorisé à parler à la presse, il manquait plus que lui, puisqu'ils sont tous passés à cet exercice. Donc voilà, il a voulu montrer que toute l'équipe était là et qu'il n'y avait personne qui était de côté, que tout était... C'est vraiment... un grand trait qui a été tiré par rapport à ce qui s'est passé en 2010, vraiment c'est une marque forte parce que chaque fois on leur posait la question, là on a pu voir que par l'intermédiaire de l'intervention d'Evra, voilà, c'est... On peut pas dire un grand trait, c'est une page qui se tourne, mais pas un grand trait, ça sera jamais rayé. Non, c'est pas, ça sera pas rayé, mais c'est-à-dire que dans le sens, excuse-moi de couper, c'est qu'on va moins leur poser des questions sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud, parce que chaque préparation... On en a parlé quand même hier, parce que c'était le premier concerné, mais maintenant que lui a répondu, ça serait encore, enfin je trouverais que ça serait malvenu de revenir derrière encore. Parce que dans le groupe, il y a, hormis Evra, il en reste bien évidemment quelques-uns, mais les meneurs de la grève à Naïsna, il n'y en a plus aucun. Là, tout à fait. Il n'y en a plus aucun. Juste revenir messieurs sur une phrase qu'a lâché Evra hier en conférence de presse. Il a dit ça va bien, ça va très bien, on vit bien, ça va même peut-être trop bien. On ne sait pas trop comment cette équipe de France peut réagir dans l'adversité. Là on la voit sur une période d'euphorie. Attention, c'est peut-être là le hic face à la Suisse. Ce qui est dangereux pour l'équipe de France, c'est qu'en amical, l'équipe de France n'a pas eu de grosses confrontations. Idem dans son groupe de qualification et pareil en 8e de finale. Le gros rendez-vous de l'équipe de France, si tout se passe bien, ce sera le quart de finale. Oh, en 8e, ça peut être lourd. La Bosnie quand même, c'est une belle équipe. Ça peut être l'Argentine. Ça peut être la Bosnie, ça peut oui, être ça peut être la Bosnie, non. Mais le réel test pour l'équipe de France, si tout se passe bien, ce sera le quart de finale, pas avant. Ouais, c'est très gros, mais moi déjà, non, Argentine et Bosnie, déjà, pour moi, c'est des équipes sérieuses. À part si maintenant c'est le Nigeria, que je considère que j'ai trouvé un petit peu faible. C'était un peu 11 Kader Keita dans le style de jeu. C'est vrai que c'était pas terrible. C'était pas terrible, mais je trouve que déjà la Bosnie est un vrai test parce qu'on se rappelle qu'à l'époque d'Adil Rami, la France d'Adil Rami avait eu beaucoup de mal. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore face à la Bosnie, mais ce serait un vrai test. Je suis d'accord. Mais la Suisse. Revenons sur la Suisse. La Suisse, il faudra gagner la bataille du milieu de terrain parce que la Suisse, sur son premier match, étant en rodage, n'a pas impressionné parce qu'on a vu que l'Équateur était très bon. La Suisse n'a pas impressionné, mais on sait que le milieu de terrain, Gökhan Inler et Benrahma, peu importe ce qu'on peut dire, ça sera un milieu de terrain qu'il faudra battre. C'est un très beau milieu de terrain, mais les Suisses, je les ai vus face aux Équatoriens. Ils n'ont pas d'attaquant. On peut avoir un beau milieu de terrain, mais ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont créé aucun danger. Ouais. Face aux Équatoriens, il n'y a rien eu. Ils n'ont rien montré. Il n'y avait que Shaqiri sur son côté qui a apporté un petit peu de dynamisme, qui a apporté un petit peu de danger. Mais les Suisses, face à l'Équateur, m'ont vraiment déçu. Ils ont fait une grosse campagne de qualification. On s'attendait à une belle équipe capable d'aller en 8e ou en quart de finale.
Le résultat, c'est que ça a été un gros flop, même s'ils l'ont remporté dans les dernières minutes. Ça n'a vraiment on peut dire que c'est l'enseignement de la première journée, c'est que la France est quand même à l'air au-dessus dans son groupe. Il n'a vraiment pas le droit à l'erreur pour le coup. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas vu le Honduras contre les autres équipes aussi, parce que la France a quand même, faut rappeler, même si moi je suis pas de genre sous-estimer les équipes, ils ont quand même affronté le Honduras pendant que la Suisse a eux affronté l'Équateur. Moi, la France face à l'Équateur aura beaucoup de mal. Vu comment ça allait vite sur les côtés, la Suisse a eu du mal. Je pense que la France, les latéraux que ça Debuchy et Eura vont beaucoup souffrir face à l'Équateur. Donc ne nous enflammons pas trop vite, parce que la Suisse a eu un adversaire plus difficile que nous et a remporté la victoire. À nous de faire pareil. C'est Linden qui calme Eddy, c'est le monde à l'envers, les amis. La Coupe du Monde a commencé, je vous rassure. 21h10, c'est pour bien vous sûr. dire à quel point les voyants sont au vert pour cette équipe de France. mais comme le disait Linden, faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques temps. On revient de très loin. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines maintenant, l'objectif de cette équipe de France, c'est surtout de retrouver sa dignité, se réconcilier avec ses supporters, se réconcilier avec le peuple français. Une fois que ce sera fait, qu'importe le résultat, la Coupe du Monde de l'équipe de France sera réussie. Une dernière question, mes amis, sur la composition d'équipe. Griezmann apparemment a l'air parti pour commencer, comme c'était le cas d'ailleurs face au Honduras. Une petite question, est-ce que Giroud d'entrée, c'est exactement ça, Manu. C'est le grand perdant. C'est le grand perdant, je pense. Exactement. Olivier Giroud avec le match d'Antoine Griezmann face au Honduras et le triplé de Karim Benzema. Giroud a été vraiment le grand perdant de la soirée. Est-ce qu'il n'a pas trop parlé en conférence de presse? Est-ce que c'est pas ça qu'a sanctionné Didier Deschamps? Tu le connais mieux que nous, Manu, tu l'as interviewé, tu sais comment il est. Il est beau gosse, mais il a son melon. Il a beaucoup trop parlé, et il parlait déjà trop à l'époque où Benzema n'était pas bon. Et ça a commencé là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui, dans la presse, a voulu prendre la place de Benzema, même si ça n'a pas été dit ouvertement, par des petites déclarations. Moi, je dois jouer. Ça a commencé là. On sait que, personnellement, Karim Benzema a toujours été au-dessus d'Olivier Giroud. Et aujourd'hui, maintenant qu'on voit Karim Benzema à un niveau qui est son vrai niveau, en tout cas le niveau auquel elle attend. Olivier Giroud a mis cette concurrence directe déjà, qui était celle du public en tant que neuf. Aujourd'hui, il ne peut pas jouer, sachant que Benzema met un triplé, il ne va pas aller sur le côté gauche. Mais ce qui est beau dans cette équipe de France, là on parle beaucoup de Karim Benzema, mais ce qui est beau dans cette équipe de France, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'individualité qui ressort de cette équipe. C'est un collectif. De passer par le collectif. C'est un collectif, cette équipe de France. Et pour ma part, je suis heureux parce que on a longtemps parlé du cas de Ribéry en équipe de France, comme quoi ça allait être le sauveur de la nation, comme quoi tout le jeu devait se reposer sur lui, comme quoi c'était le seul joueur technique de cette équipe de France. On se rend compte que lorsque Ribéry n'est pas là, on a un état d'esprit, on a des sourires. Lui aussi en ce moment il est en train de sourire en fumant je sais pas quoi à Vegas ou à Miami. On l'a vu, mais pas la sextape, on l'a vu fumer voilà. mais c'est ce qui est beau, c'est de voir cette équipe de France qui a été pendant des années et des années avait des problèmes internes, voir ses sourires, voir qu'un collectif est ressorti, et comme quoi décortir le mouton noir. Voilà. Ça va mieux. On a parlé des forces, les amis. S'il devait y avoir une faiblesse pour conclure un petit peu ce sujet, ce focus équipe de France, elle est où la faiblesse de cette équipe de France? La défense. Défense centrale notamment, les latéraux. Les latéraux, la défense n'a pas eu de grosse confrontation. Vous êtes convaincu par Sakho par exemple? La relance de Sakho, c'est. Sakho, on sait très bien pourquoi il est titulaire. C'est France-Ukraine. C'est sur ça qu'il gagne sa place. Sinon, on aurait vu Koscielny à côté de Varane. Varane, c'est l'assurance au risque, mais. Les latéraux, c'est Linden qui le répète souvent, les latéraux de cette équipe sont faibles. La défense n'a pas trop d'automatisme. Les relances de Mamadou Sakho ne sont pas terribles. Fait peur. Et moi, je m'inquiète aussi sur quelque chose. C'est le cas Cabaye. Cabaye n'est pas terrible en ce moment avec l'équipe de France, mais surtout si Cabaye se blesse, on n'a plus entre guillemets d'intelligence de jeu au milieu de terrain. Et si Cabaye n'est pas au top, on va en souffrir sur les matchs prochains. Cabaye, ce n'est pas Rio Mavuba. Rio Mavuba ne peut pas faire ce que fait Cabaye, et Cabaye ne peut pas faire ce que fait Rio Mavuba. Après, si Cabaye n'est pas là, même si ça sera dans un style différent, Pogba devra vraiment prendre le milieu de terrain à sa charge. C'est-à-dire qu'on l'a vu. Non, mais attends, c'est pas une question de 10. Je parle juste d'augmenter le niveau de jeu. Par exemple, on l'a vu contre le Honduras. Pogba est rentré dans un jeu, je vais peut-être négligent là-dessus, dans un jeu cité avec ce qui s'est passé avec les Palacios autres, c'est-à-dire que rendre les coups, etc. Perdre sa mentalité, ce qu'Antonio Conte lui critiquait déjà, ce qui lui colle à la peau. Et il faudrait que justement, si Cabaye n'est pas là, Pogba arrive à sortir de ça et qu'il puisse sortir, comment dire,
qui peut être du niveau de ses meilleurs matchs à la Juventus. C'est-à-dire pas des matchs où il fait la saison, mais vraiment il y a des matchs où il a été très très fort et c'est là où on va parce qu'il est très très bien accompagné. C'est comme Matuidi au PSG, il est très très fort parce qu'il est très très bien accompagné. Ce ne sont pas des cadres. Mais justement, ça sera pas leur demander plus en équipe de France. Justement, si Cabaye n'est pas là, pour en tout cas avoir ce milieu de terrain fort, parce que je parle pour avoir un milieu de terrain fort, il faut qu'il arrive et qu'il soit capable, sans avoir cet appui, même si c'est très difficile, de être à ce niveau-là. Ce qui est possible, même si c'est très difficile. Mais Cabaye, Pogba n'a pas le rôle de Cabaye. Ce n'est pas le même joueur. On ne leur demande pas la même chose. On ne demande pas à Pogba d'organiser le jeu de l'équipe de France. On ne le demande pas d'organiser le jeu de la Juve. Je parle même pas en termes d'organisation, je parle même en termes de domination. C'est-à-dire que Pogba doit être le patron du milieu de terrain. C'est-à-dire que si Pogba doit être au niveau, c'est-à-dire que moi je dois pas avoir de Benrahma, je dois pas avoir. Mais Pogba n'est pas le patron au milieu de terrain de la Juve, il ne le sera pas en équipe de France. Je te parle pas de patron, je te parle d'un joueur qui a un gabarit et qui aujourd'hui, Gökhan Inler et Benrahma jouent en tant que numéro 6, c'est-à-dire qu'ils vont pas jouer au niveau de Cabaye puisque c'est un 10 qui joue au niveau de Cabaye. Il faut que Benrahma et Gökhan Inler soient déjà en panique à ce niveau-là. C'est-à-dire que si Pogba est à son niveau-là, sachant qu'il est un peu avancé par rapport à Cabaye, il doit leur prendre le ballon dès ce niveau-là. Messieurs, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Merci déjà d'avoir conclu ce débat. C'est l'arbitre japonais. Si jamais on a l'arbitre, vous est là. Voilà, c'est ça. C'est celui qui parle trop, ça va faire ça. Ça va être très très désagréable. Écoutez. Voilà, donc, il va falloir se tenir à carreau parce que ça va revenir. Là, on a une très belle ambiance au Brésil. Je sais pas si vous avez vu Argentine-Bosnie dimanche soir. C'était magnifique. C'était très très beau. Et on va revenir. Les Chiliens, c'était beau. Et on va revenir notamment sur un autre match où il y a eu une ambiance incroyable. Malheureusement, le scénario a été cruel. La meilleure équipe du 21e siècle, c'est un peu ce que tout le monde disait. En tout cas, ce matin, a été enterrée au Maracana. C'était hier, battu 2-0 par le Chili. Et justement, on va ouvrir le débat sur l'Espagne et ses supporters qui décidément n'étaient vraiment pas très contents. C'est un drame, mais on a été moins bon ce soir. On était beaucoup plus lent, beaucoup plus faible physiquement. On a maintenant 4 ans pour redevenir bon et redevenir également une équipe compétitive. Comment est-ce possible ? C'est une catastrophe, ça n'a pas de sens. J'ai beaucoup de peine. Je suis très triste ce soir. Je suis désolé, mais c'était ridicule, choquant. Au moins, je serai là à temps en Espagne pour le couronnement de notre nouveau roi. Et maintenant, l'équipe peut rentrer avec nous. Il faut choisir des joueurs qui ont réussi leur saison et pas des joueurs qui sont célèbres et qui ont réussi par le passé. Si tu ne travailles pas, tu ne devrais pas être sélectionné. Il faut sélectionner les meilleurs, qu'ils soient ou non célèbres. Voilà, l'Espagne, je vous le rappelle, que vous pouvez réagir au 01 34 12 12 22. Mais avant cela, on va rejoindre notre correspondant William Poix. Avant de recevoir William Poix, je voulais avoir un petit peu votre avis, messieurs, sur l'élimination de cette équipe d'Espagne. Eddie qui me donne la priorité. Un soulagement pour moi dans le sens. Pourquoi ? Non, mais je vais t'expliquer. J'aurais jamais dû te laisser la priorité. Je vais t'expliquer pour dire des choses comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Coupe le micro, s'il te plaît. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on aura un autre gagnant dans cette compétition. Ça fait 3. T'imagines Valentin qui a 19 ans, il n'a vu que l'Espagne gagner aujourd'hui. Non, mais c'est quasiment ça. Il a vu quasiment que l'Espagne gagner. À un moment, il faut remettre les choses en place. Il faut lui expliquer que le foot c'est pour tout le monde, c'est pour tous les pays. Et que tout le monde peut gagner. Mais pour revenir sérieusement là-dessus, pour en faire une analyse plus sérieuse là-dessus, en dehors de notre satisfaction, de ma satisfaction là-dessus, cette Espagne-là, de toute façon, on s'y attendait un petit peu, sans trop s'y attendre. C'est-à-dire, on s'attendait pas à tant de catastrophes, mais déjà, on parlait de la fin de l'ère Xavi. On savait qu'on était à la fin d'une ère. De toute façon, c'était la dernière, même si on pensait que ça allait être plus compétitif. Aujourd'hui, on a pu voir que devant l'erreur de casting, je pense que tu me contrediras pas, Diego Costa, tu ne peux pas mettre à nouveau Fernando Torres. Il a été mauvais en club, il a toujours été bon avec l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'il était adapté à ce jeu-là. Il y avait l'ADN de ce jeu. Il y avait l'ADN de ce jeu. Aujourd'hui, on avait un Diego Costa il était brésilien avec les Espagnols, ça n'avait strictement rien à voir. Et puis on avait quand même une équipe, qui était au départ très dépendante de Xavi. On a vu qu'une fois que Xavi n'était pas bon, on a dû le mettre sur le banc. Mais cette équipe, c'est Xavi qui l'a fait de base, donc c'était trop compliqué. Je suis content que tu soulignes, l'importance de Xavi dans ce milieu de terrain, parce que on l'a vu avec l'Espagne durant ce mondial, et on l'a surtout vu avec le Barça depuis 1 an et demi maintenant. Quand Xavi ne va pas, ça va pas. La sélection et le Barça ne tournent pas. Moi, surtout, ce qui m'a gêné entre guillemets
dans cette élimination de l'Espagne, c'est toutes ces réactions sur les réseaux sociaux anti-espagnols, on n'aime pas les gens qui gagnent, on n'aime pas les vainqueurs. Et moi, c'est ça qui m'a gêné. Ces derniers temps, on a eu le droit à voir l'une des plus belles équipes de tous les temps. Une équipe qui est la seule à avoir fait on va pas dire le triplé, mais qui a réussi à enchaîner un championnat d'Europe, une Coupe du Monde et un championnat d'Europe. La seule chose qu'on a à faire hier en regardant les Espagnols, c'est de les applaudir et de leur dire merci pour le beau football qu'ils nous ont offert ces dernières années. Après, les critiques d'où elles viennent aujourd'hui, parce que cette équipe, elle est glamour pour une partie de ceux qui aiment le football, mais il y a quand même ce côté vice et tricherie que beaucoup n'ont pas apprécié. Je pense, par exemple, moi, pourquoi j'avais du mal à cette équipe d'Espagne, et je pense que beaucoup suivraient, des joueurs comme Busquets, des joueurs comme Pedro, des joueurs du Barça, la mentalité Barça, c'est un peu lié, tu vois, ce Barça considéré un peu tricheur qui gagne, même si je veux pas dire. On peut pas dire tricheur, écoute, non, je vais aller jusqu'au bout. Je vais pas dire que l'Espagne n'a surtout pas triché parce qu'ils ont mérité, ils ont gagné ces 3 compétitions que par le jeu, mais en termes d'image, c'est les mêmes joueurs qu'on revoit. Donc aujourd'hui, c'est une génération on a envie, et moi le premier en dehors du foot, on a envie que cette génération coule. Moi, je vais dire que on leur rend hommage parce qu'ils ont gagné par le jeu. Si t'avais été espagnol, t'aurais pas eu envie que cette génération coule. Si t'es espagnol, c'est normal, mais c'est pareil pour l'équipe de France. Mais je vais dire dans le sens, t'es en train de te dire pourquoi il y a eu tant de haine, parce que il y aurait des équipes comme le Brésil, quand le Brésil arrachait tout. Personne ne reprochait au Brésil d'avoir tout gagné, parce que c'était un autre style. Aujourd'hui, l'Espagne il y avait. Oui, mais quand on suit le football et on connaît ses codes, on ne peut pas avoir une haine contre cette équipe-là. On peut juste la respecter. Certes, on peut avoir une sympathie ou pas pour cette équipe, mais avoir une haine, non. Cette équipe a écrit le sport. Mes amis, on va retrouver tout de suite au Brésil notre correspondant William Poix. Il a vu le match, le fameux match dont vous parlez bien sûr tout à l'heure entre l'Espagne et le Chili. Bonsoir William, enfin je sais pas quelle heure il est au Brésil là. Alors, on va mieux vous entendre. Oui William, excusez-nous. Allez-y. Bonsoir à tous, il est 17h20 à Rio. C'est l'apéro là, c'est tout juste l'apéro. Il pleut des cordes. Ah, malheureusement. Alors, c'était comment hier au Maracana pour, malheureusement, on le disait, l'enterrement de la sélection ibérique? Alors, déjà, il y a deux enseignements. La première chose, c'est que le Maracana est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment un très, très beau stade, avec vraiment des Chiliens qui sont très vraiment ici à Rio. Donc vraiment pour l'ambiance, c'était vraiment vraiment parfait. Ensuite sur le match, sur le contenu du match, en fait c'était assez bizarre parce qu'on n'a pas senti une Espagne qui était tout simplement au bord du gouffre. Il fallait absolument qu'ils gagnent pour espérer se qualifier dans ce groupe plutôt relevé. Donc on a vu une Espagne assez endormie en fait, pas très enclin à retourner la situation qui n'était pas son avantage, et des Chiliens qui étaient à 200% et qui ont cru jusqu'au bout et qui ont réussi à créer l'espoir pour cette équipe championne du monde en titre. Oui William, c'est Eddy. Toi, au bord du terrain, t'as vraiment senti l'usure psychologique sur les visages des joueurs? L'usure psychologique, je sais pas. J'ai senti plutôt une équipe qui n'avait pas faim. J'ai du mal à trouver mon mot, mais c'est un peu apathique, endormi, qui avait limite hâte que ça en finisse en fait. À 1-0 pour le Chili, à aucun moment on a senti l'Espagne capable de revenir dans ce match. Et puis voilà, il y avait surtout des Chiliens qui se battaient sur tous les ballons. Et les joueurs se mobilisent. Vidal qui a été juste phénoménal, même s'il a été plusieurs fois à la limite du rouge, mais voilà, il revient de blessure, il était à 200%. Alexis Sanchez a donné le tournis à toute la défense espagnole. Enfin voilà, et à côté de ça, on a senti les Espagnols très apathiques et pas forcément prêt au combat, tout simplement. Et Diego Costa, sur le terrain, il était vraiment perdu? Qui ça, excusez-moi? Diego Costa, il était vraiment perdu sur le terrain? Alors, Diego Costa, ça fonctionne pas, en fait. Diego Costa, avec l'équipe d'Espagne, ça fonctionne pas, tout simplement parce que Diego Costa est un joueur qui a besoin d'espace. C'est un joueur puissant, qui a besoin qu'on lui mette les ballons dans le dos des défenseurs. C'est pas du tout le jeu de l'Espagne. Il y a quasiment aucun centre qui arrive pour lui, qui est plutôt en attente, en renard des surfaces. Donc là pour le coup, c'est vraiment très frappant. C'est que voilà, la relation entre les milieux espagnols qui ont l'habitude du jeu court et de marquer dans la surface ne fonctionne pas du tout avec le jeu et le profil de Diego Costa, qui est plutôt un attaquant capable de mener tout le front de l'attaque à lui seul. Et quelle était la réaction des supporters espagnols à la fin du match? Ils étaient énervés ou ils étaient entre guillemets fiers celle des Brésiliens sur place ou fiers de cette équipe qui leur a tant procuré de plaisir et de fierté ces dernières années? Déjà, il y a beaucoup de
Rio, donc pour ce qui est de l'ambiance, c'est vraiment extraordinaire. Encore plus avec cette qualification au bout de 2 matchs dans ce groupe. Ensuite, pour ce qui est des Espagnols, non, ils ont plutôt applaudi leur équipe. On sait tout le plaisir que cette équipe a donné aux Espagnols et au monde entier, donc je pense pas qu'ils puissent être en colère et leur en vouloir aujourd'hui. Je pense que l'Espagne doit repartir sur quelque chose de nouveau. Je vois écrit et j'entends dire que c'est une équipe en fin de cycle. Je suis pas complètement d'accord. Il y a encore de très grands joueurs dans cette équipe qui sont pas très très vieux. Donc voilà, je pense que l'Espagne avait plus ou moins besoin de prendre cette petite claque et qu'ils seront là en 2016 avec tous les bons joueurs qu'on connaît et toute la nouvelle génération qui arrive derrière, avec De Gea qui était aujourd'hui sur le banc, avec Coquet qui est rentré, avec Isco qui va intégrer cette équipe. Donc Ramos qui sera toujours un cadre. Voilà, Ramos qui sera probablement le capitaine de cette équipe. À voir ce que fera également Casillas, qui pour le coup était vraiment le symbole, on va dire, de ce naufrage de cette équipe d'Espagne pour cette Coupe du Monde 2018. William, je voulais te demander qu'est-ce que tu as ressenti au coup de sifflet final quand on a vu tous ces joueurs espagnols par terre, la fin d'un règne, on disait une sorte d'enterrement au Maracana, l'un des stades les plus mythiques au monde. Qu'est-ce que toi, dans le stade, t'as ressenti à ce moment-là? J'ai surtout entendu la joie des Chiliens, en fait, plus que la détresse des Espagnols. Il y a eu surtout cette joie extraordinaire des Chiliens, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Après, évidemment, en tant que champion du monde, l'Espagne et les joueurs espagnols devaient être déçus de ne pas pouvoir défendre davantage leur titre, mais l'ambiance vraiment au Maracana était plutôt à la fête et à l'exploit que venait de réaliser l'équipe du Chili. Non, je te pose la question parce que c'est vrai que nous, derrière notre télé hier soir, il y avait comme une impression d'enterrement. Ouais. Vraiment, c'était ça, c'était la fin. On avait un sale goût dans la gorge. Il y avait un sale goût, complètement. Est-ce que les Brésiliens se réjouissent comme les Français, William, de l'élimination de l'Espagne? Alors les Brésiliens se réjouissent un petit peu puisque c'est une équipe qu'ils n'auront pas pour le coup à rencontrer au prochain tour si on se dit que le Brésil arrivera premier de son groupe. Donc voilà déjà une équipe qu'ils n'auront pas à rencontrer en cas de passage en huitième de finale, ce qui est bien sûr fort probable. Donc oui, les Espagnols étaient plutôt contents. Maintenant, je me dis aussi que cette équipe du Chili va être quand même très 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 difficile à manœuvrer si les Brésiliens devaient les rencontrer en huitième de finale, vraiment. Merci beaucoup William Poix, en tout cas notre envoyé spécial, envoyé très très spécial même du côté du Brésil. Bonne semaine. Il y a d'autres matchs vous allez voir d'autres matchs, William, là dans la semaine? Écoutez, là mon prochain match c'est France-Équateur pour l'instant. Ah bah super. Et on va voir si on a la possibilité d'aller plus loin dans la compétition. Je vous tiendrai rapidement au courant, mais pour l'instant la prochaine certitude c'est France-Équateur de nouveau au Maracana. Eh bah c'est super William, on se retrouve la semaine prochaine et profitez comme il faut en tout cas. Merci beaucoup William. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon apéro surtout du côté, on l'a dit, du Brésil. Voilà les amis ce qu'il fallait dire en tout cas sur cette équipe d'Espagne. Merci d'avoir donné votre avis. Tiens, juste un petit tour de table, j'en ai pour 30 secondes. L'Espagne, est-ce qu'elle va se relever? On a entendu William qui nous disait il faudrait garder une certaine ossature. Est-ce qu'il faut faire table rase ou travailler sur une certaine ossature? Est-ce qu'on garde par exemple les Fernando Torres et compagnie? Peut-être, je sais pas Fernando Torres, mais on fera pas table rase et la sélection, enfin l'Espagne a un réservoir de joueurs qui lui permettra de se renouveler et d'être présente lors de l'Euro 2016 à Paris, ça j'en ai aucun doute. Bah oui, Manu, si je te dis Isco, Thiago Alcantara, il a Ramendi, je sais pas il a Ramendi, c'est pas mal, tout ça tu vois, c'est plus fort que ce qu'on a en Ligue 1 nous, tu vois, enfin moi je veux dire que le réservoir à eux est bien meilleur que le nôtre. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc ça sera juste, c'est juste la bonne transition. Une Coupe d'Europe c'est un peu ça aussi, voilà, la Coupe du Monde, les grandes équipes passent et la Coupe d'Europe c'est une nouvelle équipe qui arrive. Eh ben merci messieurs en tout cas pour votre avis. Je vous rappelle le petit jeu, chers auditeurs. Je sais que vous êtes nombreux à avoir appelé, on n'a pas pu tous vous passer à l'antenne. N'hésitez pas bien sûr à rappeler. À la fin, il y a un petit jeu entre les auditeurs, un petit clash, 1 minute 30 chacun, et vous affrontez sur la question suivante. Le Portugal va-t-il réussir à se qualifier en huitième de finale? Si vous avez envie justement de débattre, de vous opposer, vous êtes deux bons potes pas d'accord sur cette question, appelez-nous au 01 34 12 12 22 et puis on peut envoyer aussi des messages sur internet. Sur le Twitter IDFM Sport. Super. Eh bien merci beaucoup. On a parlé de l'Espagne, on a parlé de l'équipe de France, on va parler d'un autre favori un petit peu en difficulté. Parlons de la Seleção. C'était sur RMC il y a quelques jours. Je vous laisse écouter et on en discute juste après. Coup franc pour Neymar. Il y a 5 Brésiliens dans la surface de réparation. C'est tiré par Neymar. C'est bien
tirer la tête de Thiago Silva à l'arrêt de Memo Ochoa derrière Willian qui reprend et c'est dégagé par un défenseur mexicain, mais de toute façon il y aura une position de hors-jeu sur cette reprise de Willian. En tout cas, encore une fois, Memo Ochoa, c'est lui l'homme du match pour le moment et c'est fini 0-0 score final ici à Fortaleza entre le Brésil et le Mexique. Super match. Voilà. Messieurs, les amis, on va avant de parler de la CSAO, je vous propose qu'on fasse un petit point sur le Angleterre-Uruguay qui nous attend avec Valentin. Valentin, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe pour l'instant toujours 0-0, 29 minutes de jeu. Les Uruguayens sont bien dans le match. Tout à l'heure, il y a Rooney quand même qui a eu une belle occasion sur coup franc, mais c'est les Uruguayens qui ont les occasions les plus franches en tout cas, avec Christian Rodriguez tout à l'heure qui a mis une reprise. L'ancien parisien, oui. Qui est passé au-dessus du but anglais, et tout à l'heure Cavani sur une belle combinaison sur corner avec Luis Suarez, c'est passé aussi au-dessus. Donc toujours 0-0 pour le moment, 30 minutes de jeu. Et on le rappelle, Rooney n'a toujours pas marqué en Coupe du Monde. Ça, c'est la stat de la soirée. Il a jamais marqué lors d'un Jamais marqué en Coupe du Monde. Jamais. Et il a joué depuis super jeune en plus. Depuis 2006. Oui, presque. 2006, c'est la première, parce que Euro 2004, à 18 ans ou 17 ans. C'est ça. Tu reviens nous voir s'il se passe quelque chose, Valentin? Pas de soucis. Allez, on va bien sûr parler maintenant, à présent, du Brésil. Le Brésil, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Le Brésil tenu en échec par le Chili, 0 partout. Le Brésil chanceux contre la Croatie. Cet arbitrage qui fait débat. Mexique, pardon. Oui, oula, j'étais encore sur l'Espagne, excusez-moi. Le Brésil chanceux contre la Croatie. Je sais pas si on peut parler de chance ou d'arbitrage qui a fait débat. Arbitrage un peu favorable. Le Brésil est-il toujours l'un des favoris de cette Coupe du Monde, messieurs? Je vous laisse répondre. Oui, et alors, il reste un des favoris. Pourquoi? Parce que malheureusement, parmi les deux meilleures équipes de cette poule-là, il y en a une qui va être éliminée. Et quand je parle des deux meilleures équipes, pour l'instant, c'est bien le Mexique et la Croatie qui ont montré vraiment leur niveau de jeu par rapport au Brésil qui a la chance de l'arbitrage. Et comme je disais au départ... pas la chance de l'arbitrage. Non, je vais te dire, franchement, Eddy, moi, on m'enlèvera pas. La chance de l'accueillant. Eddy, on m'enlèvera pas le fait que contre la Croatie, au moment où la Croatie était pas mal, le Brésil marque sur une erreur d'arbitrage que je considère... Oui, mais c'est pas la chance de l'arbitrage. J'appelle ça la chance de l'arbitrage. Contre le Mexique, le Brésil avait beaucoup de mal contre le Mexique. Tu sais, t'as regardé les matchs, le Mexique, à part si c'était une équipe qui était moins fougueuse, qui était plus dans on va cadrer là-dessus. Les Mexicains aussi ont eu beaucoup de chance face aux Brésiliens. Ils ont un grand Ochoa et c'est les Brésiliens qui se sont créés les plus grosses occasions. On a plus l'habitude, mais j'ai trouvé que le Brésil n'y était pas encore là. Mais pourtant, dans la question, est-ce que le Brésil reste un favori? Bien sûr, le Brésil reste un favori, surtout en plus que dans leur pardon. Messieurs, il s'est passé quelque chose du côté du Brésil. On va tout de suite aller voir Monsieur Valentin Paris. Ouais, sur un coup franc pour les Anglais tiré par Sturridge, je crois bien. Non, Sterling, pardon. C'était Sterling, la tête de Gerrard sur la barre. Ah, mais il n'y a pas eu but. Non, il n'y a pas eu but. T'as pas le droit de mettre j'utilise comme je veux, j'ai eu les droits. Merci Valentin, on rappelle le temps et les scores. Toujours 0-0, 32 minutes de jeu. On revient au Brésil, messieurs. Excusez-moi, je vous ai coupé, monsieur Linet. Comme je disais, déjà qu'on disait que le Brésil, quand on faisait quelques simulations, avait un parcours Coupe du Monde assez facile avant la fin. Si on leur retire l'Espagne en plus, c'est quand même... C'est pas si on leur retire l'Espagne. C'est les Espagnols qui sont éliminés. Oui, non, mais voilà. Non, mais je veux te dire, l'Espagne a été retirée, finalement. Donc, le parcours est encore plus facile. Donc, le Brésil, pour moi, reste un des favoris. Mais ça ne sera pas le plus beau vainqueur, puisque, en tout cas, en termes de niveau de jeu, ils sont totalement pas là. Et même le passage de poule, pour moi, n'est pas mérité. Eh bien, écoutez, donnons la parole tout de suite à Jonathan. Jonathan qui nous écoute et justement veut réagir sur ce débat. Salut Jonathan, alors est-ce que pour toi le Brésil est toujours un favori dans cette Coupe du Monde? Allô Jonathan. J'ai envie de dire oui parce que c'est le Brésil et parce que le Brésil reçoit la Coupe du Monde. Après, de manière objective, si on voit le 11 type et les premiers matchs, si la Coupe du Monde ne se passe pas au Brésil, je pense que personne ne met le Brésil parmi ses favoris. Exact. Après, il y a peut-être aussi un choix du cœur parce que voir le Brésil triompher à domicile, je pense qu'on a tous un peu envie si c'est pas la France, de voir le Brésil couronné et de 1950. Mais donc je dirais oui. Après, il faut que le Brésil monte en puissance et que la pression qui pour moi, pour l'instant, est négative, notamment sur des joueurs comme Thiago Silva. On sent une vraie pression et que ça devienne vraiment une pression positive et que le fait de recevoir la Coupe du Monde soit un avantage. Parce que pour le moment, je pense que c'est vrai que pour le moment, c'est intéressant ce qu'il dit Jonathan. Excuse-moi, Eddy. C'est juste, on s'est beaucoup posé la question justement de cette pression avant la Coupe du Monde. Est-ce que ça va être une pression positive ou justement qui allait un petit peu coincer du côté des Brésiliens? Et finalement, on a l'impression que le problème, il est au-delà de ça. C'est même plus une question de pression ou de confiance. On a l'impression que c'est dans le jeu. Il y a quelques soucis quand même dans cette équipe.
Oui, c'est moi qui ai la parole. Oui, vas-y, excuse-nous. Oui, déjà, avant la Coupe du Monde, les matchs de préparation, c'était pas non plus un Brésil flamboyant. Mais c'était un Brésil qui gagnait avec de sacrés scores quand même. Oui, mais après dans le jeu, enfin il y a un 11 type qui se dégage, mais quand on voit, pour moi, être joueur brésilien, faire la Coupe du Monde au Brésil, sportivement, il n'y a pas pire en termes de pression. Et il n'y a pas forcément des joueurs préparés à ça, parce que même quand on prend Thiago Silva, qui est censé être vraiment l'homme clé, qui va un peu un Ramos Real Madrid en fin de saison avec la Ligue des Champions, et quand on regarde Thiago Silva, c'est un joueur qui finalement, à 29 ans, n'a jamais fait dernier carré de Coupe du Monde, dernier carré de Ligue des Champions, et qui est pas finalement habitué à ces gros matchs à pression. On l'a vu contre Chelsea où il a comme été fébrile avec ce penalty. On le voit aussi dans les premiers matchs. On voit aussi les Brésiliens sur le premier match, Thiago Silva encore lui, mais au bord des larmes avant de rentrer. Enfin, quelle pression. Bon, j'ai peur que c'est un peu comme peut-être la comparaison n'est pas bonne, mais quand à Paris, à Marseille, on dit que faut que les mecs soient très très forts pour supporter la pression et soient vraiment au-dessus du lot pour pouvoir supporter la pression. Et je pense que les joueurs brésiliens n'est pas une équipe, n'est pas la meilleure équipe du monde. Après, moi je trouve qu'on pointe beaucoup du doigt Thiago Silva, mais on ne parle pas assez de l'équilibre de cette équipe. Il y a un énorme fossé entre le milieu de terrain et la défense. Et à chaque contre, les 4 défenseurs brésiliens, même les 4 défenseurs brésiliens, on va dire 2 défenseurs brésiliens tellement les latéraux jouent haut. À chaque contre, les Brésiliens sont en danger. Thiago Silva et David Luiz se retrouvent toujours tout seuls. Je suis d'accord. Ça vient du fait que Dani Alves et Marcelo, c'est le même type de joueur. On peut dire aussi, ça vient du fait que Paulinho et Luis Gustavo ne sont peut-être pas si complémentaires que ça, et qu'un Ramirez au milieu de terrain ferait beaucoup de bien. Oui, mais pour moi, les latéraux, quand même, c'est un peu comme en 90. Il y avait vraiment Lizarazu qui montait, mais Thuram qui restait. Qui restait, bien sûr. Qui venait compenser. Et là, les deux montent. Et je pense qu'il y a un déséquilibre de ce côté-là. Donc après à voir est-ce que il y aura des changements faits sur le 11 type ou pas, ou est-ce qu'il va même mourir avec ses idées. Je sais pas. Après une Coupe du Monde, c'est long, ils ont de la chance d'être tombés sur une poule abordable. Là, ils devraient passer avec le Cameroun. Derrière, peut-être qu'ils vont monter en puissance. Et on n'appuie pas aussi assez. On n'appuie pas aussi aussi assez sur le fait que les Brésiliens jouent sans numéro 9 et sans gardien de but. Et quand on n'a pas de buteur et qu'on n'a pas de gardien, pour aller loin dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est impossible. On parlait de Diego Costa d'ailleurs tout à l'heure, c'est intéressant. Tu te dis en fait Diego Costa, il aurait mieux valu qu'il garde sa nationalité brésilienne. Puis même, il n'y a pas que ça, c'est aussi au milieu, quand tu vois les performances de Ramirez, Hulk sur le premier match, ou encore. Mais Ramirez a joué qu'un match et il jouait pas vraiment à son poste. Même Oscar. Oscar, c'était très laborieux. Oscar, premier match face à la Croatie, il est passé au travers pendant 20 minutes. Après, il a été pas mal, mais c'est vrai qu'hier, ça a été très laborieux. C'était très laborieux hier. Jonathan, quelque chose à rajouter sur cette équipe du Brésil, sur la CSAO? Non, après j'attends de voir. Moi, j'ai déjà mis comme favori, mais je suis assez inquiet sur mes paris du coup. Je pense qu'une équipe comme l'Allemagne, voire je dirais peut-être même plus l'Argentine que le Brésil, mais bon, à voir. Après, le foot est parfois étrange, donc la vérité des poules n'est pas forcément celle des matchs à élimination directe, donc à voir. Écoute, c'était une très belle conclusion. Merci beaucoup Jonathan de nous avoir appelé, et puis bonne continuation dans la Coupe du Monde. Merci, au revoir. Salut. Ciao. Voilà, c'était encore un avis d'auditeur, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas, 01 34 12 12 22. Là, on va passer dans quelques instants à la chronique humeur, celle de monsieur Eddy Amari. L'humeur continue sur IDFM Sport et sur l'édition spéciale Coupe du Monde 2014. Et oui, on y est les enfants, et on en parle depuis maintenant 38 minutes désormais. 21h38, place donc à l'humeur de monsieur Eddy Amari, et vous allez le voir, l'humeur est à la joie. Pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets, c'est un peu le refrain qui tourne dans les têtes des joueurs et des coachs
pendant ce mondial. Australie, Costa Rica, Chili, États-Unis, Mexique, toutes ces équipes ont joué un football sans complexe pour leurs supporters, pour leur nation, mais surtout pour le football. Car le football est en train de vivre une seconde lune de miel avec sa maîtresse brésilienne qui l'a tant fait vibrer par le passé. Marié à la triste Angleterre, le ballon rond a toujours vécu une relation particulière avec la nation de Ronaldinho. Et aujourd'hui, sur ces terres, il est en train de vivre une cure de jouvence qui lui permet de s'épanouir au bras d'une autre, aux yeux du monde entier. Que le football est beau lorsqu'il est joué par des équipes qui ne jouent plus pour ne pas perdre, mais jouent pour jouer de la manière la plus naturelle qui soit, sans calcul ni artifice. Alors messieurs les footballeurs, continuez à faire vibrer le football en continuant à vous battre, à attaquer, à tout donner, à ne rien lâcher sur les terrains brésiliens, car ce mondial peut être une caisse de résonance pour faire évoluer bon nombre de mentalités. Quant à vous, coach de Ligue 1, à vous de faire des efforts à la rentrée pour éviter que votre football se fasse la malle avec son amour d'été, avec qui il est en train d'écrire une belle page d'amour et de romantisme. Ma part de progrès. Voilà. Il s'est passé quelque chose, messieurs, donc on va garder ce sujet avec notez bien tout ce que vous pensiez de ce qu'a dit Eddy, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et on va tout de suite partir bien sûr avec Valentin. Valentin, raconte-nous. Ça y est, cette fois c'est vraiment l'ouverture du score et c'est le revenant, Luis Suarez, qui ouvre le score pour l'Uruguay, 39e minute de jeu, sur un ballon récupéré au milieu de terrain par Edinson Cavani, qui a bien décalé Luis Suarez d'une tête pratiquement plongeante. Il vient crucifier Hart dans les buts anglais, et donc ça fait 1-0 pour l'Uruguay. Manu, c'est Eddy qui avait misé sur l'Angleterre au début de match. Là, pour l'instant, c'est l'Uruguay. J'avais dit 2-1. Ouais, virtuellement éliminé. Virtuellement, bien sûr, il va s'en passer. 40e minute de jeu, c'est bien ça. 40e minute, peut-être là, avec. J'avais misé sur l'Angleterre. Grosse action côté anglais. J'avais misé sur les Anglais, mais avant le début de la compétition, j'avais dit que les Anglais ne passeraient pas la poule. Eh bien écoutez messieurs, on revient vous voir tous les deux du coup, si jamais il se passe quelque chose. J'attends une petite réaction de votre part par rapport à la très belle chronique que nous a écrit Eddy encore une fois cette semaine. Un coup de cœur pour le jeu développé, on l'a dit. Justement, c'est une Coupe du Monde attrayante comme l'a été celle de 2006, comme a pu l'être d'ailleurs celle de 98 où il y avait eu des buts, même si la France, équipe plutôt défensive, l'avait emporté au final. C'est un bon cru cette Coupe du Monde pour vous ? Ce qui est surtout agréable, c'est que ce soit les grosses équipes ou les petites équipes, elles sont toutes au rendez-vous, pardon. Comme on a vu, je sais pas si vous avez regardé le match de Pays-Bas-Australie. C'était génial. Les Australiens qui se sont défendus, et même Cahill qui met un but extraordinaire. Enfin, c'est vraiment même c'est agréable. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Il y a plus de petites équipes. Comme les Mexicains face aux Brésiliens qui ont tout donné et qui ont joué avec leurs armes, quitte à mourir sur le terrain. Je trouve ça beau. C'est vraiment un mondial qui est parti sur des bases très très élevées. Et croisons les doigts pour que ça continue comme ça sur l'ensemble de la compétition. Mais moi, ce qui me réjouit surtout dans ce mondial-là, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On peut pas dire c'est une question de budget si on joue pas, on joue avec nos moyens. Non, c'est une question d'état d'esprit, de philosophie et oui, d'état d'esprit, de philosophie de jeu. Tout à fait. Et à ce petit jeu, est-ce que justement on n'a pas l'impression d'être un peu sur une Coupe du Monde qui va être plus ouverte que prévu, avec des équipes quand même qui bousculent un peu les hiérarchies en produisant du jeu, donc qui sont récompensées par le jeu, par le foot en tant que tel. Est-ce que cette Coupe du Monde elle est pas plus ouverte que ce qu'on pensait à la base ? Moi, je trouverais là aujourd'hui, à part l'Allemagne qui m'a impressionné, je ne vois pas qui peut être champion du monde. C'est-à-dire que je vois tellement il y a des surprises, tellement il y a des équipes qui te présentent le mieux comme le moins bien. Après, au final, c'est plutôt le mental qui rejoue. Là, par exemple, je parle de l'exemple du Pays-Bas qui était une équipe de base. On se disait, il y a 3 joueurs, ça va pas donner grand-chose. Ils te sortent le mieux avec le 5-1. Ils vont couler contre l'Australie, mais finalement, le mental est là derrière. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à jauger l'équipe. Et moi, j'ai un peu peur aussi pour l'équipe de France qui nous a donné une bonne prestation au début et qui risque peut-être de caler contre la Suisse. Et là, on se dira, la France n'est plus favori. Voilà. C'est vrai que ce match face à les Pays-Bas et comment dire sont la parfaite illustration de son mondial. Les Néerlandais face aux Espagnols nous ont servi une magnifique prestation et 3-4 jours après face aux Australiens étaient méconnaissables. Le tableau est très ouvert. Les favoris ne sont pas, enfin sont tous présents et il y a de grosses surprises. À savoir qui est-ce qui remportera ce mondial aujourd'hui. La personne qui peut mettre un gros billet sur le futur vainqueur. C'est compliqué. Hein.
Il est très très fort. Ouais. Il est très très fort. Et pourquoi pas l'Algérie? Je sais pas. C'est une question que j'ai envie de vous poser, mes amis. Je sais pas. Ça a fait beaucoup débat. Alors déjà, il y a un auditeur et on le remercie qui nous a envoyé une photo incroyable de Heidi Amari sur son scooter. On l'a retiré des réseaux sociaux parce que c'est pas ça pouvait nuire à ma carrière. Correct. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, Heidi Amari était bien présent pour ce match-là. Il y a pas de souci. Voilà. J'ai grillé ma couverture. Allez voir sur internet. Vous allez trouver. 3 ans que j'essaye de me faire passer pour un Italien à l'antenne. Non, ça marche pas. L'Algérie, mes amis. On va en parler bien sûr d'ici quelques instants et juste avant, eh bien, je voulais vous faire écouter une petite chanson, savoir si ça vous disait quelque chose. Voilà, c'est ça cette fameuse chanson qu'on entend dans tout Paris. C'est un beau slogan en tout cas, c'est facile à retenir. L'Algérie qui va peut-être pas gagner la Coupe du Monde, mais qui a au moins gagné, je pense, la Coupe du Monde des supporters. On les a vus partout au Brésil cette semaine. C'est quand même incroyable la ferveur de ce comme disait Jean-Alain Boumsong, même la finale du Super Bowl, tu vois un drapeau algérien. Donc c'est vrai qu'ils sont partout. C'est un sacré business. Hein. Tu montes un business de drapeau algérien, alors là, tu deviens millionnaire. Messieurs, reconcentrons-nous un petit peu sur ce match qui a opposé bien sûr l'Algérie à la Belgique. Et c'est le premier clash de cette soirée entre Linden, le Belge. Vous êtes tous les deux des Français, je tiens à le préciser, parce qu'en ce moment, avec la montée de certains partis politiques, on va croire que. On est tous les deux derrière les Bleus. Vous êtes tous les deux derrière les Bleus. Mais c'est vrai que, allez, vos grands-parents n'étaient pas d'accord lors de ce match la semaine dernière. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce match, les amis. L'Algérie, moi j'ai cru hold-up à un moment. Non, moi j'ai pas cru. Enfin, on pouvait croire au hold-up, mais si tu veux, on ne joue plus comme ça au football. Les Algériens ont placé un schéma de jeu, un esprit de jeu qui était très fermé, très défensif, et on l'a vu dans cette Coupe du Monde là. Seules les équipes qui osent l'emportent. Et quand on est dans une Coupe du Monde qu'on joue tous les 4 ans, vaut mieux mourir les armes à la main sur le terrain en se faisant plaisir, en jouant notre jeu, qu'en jouant contre nature, en ne proposant rien du tout et au final en quittant la pelouse sur des regrets. C'est pour ça que cette équipe algérienne m'a beaucoup déçu face à la Belgique. On s'attendait à quelque chose, à un jeu offensif, à une petite inspiration, à de la folie. Non, au final, on a eu le droit à une équipe qui a bétonné, comme le PSG de Vahid Halilhodžić en 2004. Vahid a fait la même recette mardi dernier face à la Belgique en 2014, et c'est dommage. Il reste encore 2 matchs aux Algériens. Croisons les doigts pour voir autre chose, au moins, pour voir autre chose. Ouais. En tout cas, comment dire, ça a failli passer, mais c'est comme tu dis, Eddie, on ne joue plus au foot comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, avec des joueurs dans le groupe, en tout cas, ce qui n'ont pas tous joué, des joueurs comme Boudbouz, des joueurs comme Fegouli, qui était titulaire, qui est le fer de lance de cette Algérie, des joueurs, même la petite surprise Riyad Mahrez, qu'on pensait pas dans le groupe, mais on s'est dit, il a pris parce qu'il voulait faire jouer cette Algérie, parce que sinon, il n'aurait jamais pris Mahrez, il aurait pris un défenseur supplémentaire ou autre. C'était l'équipe d'Algérie à jouer à contresens. Et de l'autre côté, aussi, il y a la Belgique il y a eu deux problèmes au niveau de la Belgique. La Belgique a de 1 sous-estimé l'Algérie. En premier, Marc Wilmotte. Malheureusement, pourquoi? Non, je pense pas qu'il ait sous-estimé l'Algérie. Il a bétonné son milieu de terrain, donc je pense pas qu'il a sous-estimé l'Algérie. Je vais t'expliquer pourquoi il a sous-estimé. Parce qu'il est sorti d'une poule très difficile avec une composition, une équipe de la Belgique, et on savait qui étaient les 11 qui jouaient. Marwan Fellaini, pardon. Messieurs, on va juste partir rapidement, excusez-moi, parce qu'il s'est passé quelque chose, rien de très important, vous inquiétez pas. Non, rien de très important, c'est juste la mi-temps ici. Voilà, c'est ça. On rappelle le score. 1-0 pour l'Uruguay, but de Luis Suarez à la 39e minute. Suarez face aux Anglais. Tout est à refaire. Tout n'est pas à refaire, en tout cas, peut-être à la limite des larmes tout à l'heure, Luis Suarez sur son but. Donc vraiment. Face aux Anglais en plus. Ouais, il a pas mis la main pour l'instant. Non. Il a pas mordu ni les dents. Mais on va revenir sur l'Algérie. Excusez-moi, merci Valentin pour ce petit point. Comme je disais, oui, Wilmotte a beaucoup joué avec les joueurs, peut-être à l'affectif, parce que Nasser Chadli n'est pas un joueur qui joue avec l'équipe de la Belgique, c'est un remplaçant constamment. Après, Marwan Fellaini, qui est, même on a pu voir, que je vous rappelle juste pour l'exemple pour que les Français puissent situer, le Belgique-France, c'était que Marwan Fellaini qui jouait. Marwan Fellaini aujourd'hui, c'est celui qui gagne tous les duels de la tête. Et le voir étonnamment remplaçant, j'arrive pas à comprendre ce que Wilmotte a voulu faire.
là-dessus. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un peu d'un côté sous-estimé cette équipe d'Algérie parce qu'on peut pas changer une composition comme ça quand tu as toujours joué. Mais quand je dis toujours joué avec la même. Mais quand je te parle toujours, je te parle d'une dizaine de matchs. Je te parle pas des essais. La Belgique n'est pas l'étape de la France. On fait des essais. La Belgique connaît son équipe. Messieurs, on va tout de suite partir en Algérie justement pour aller prendre le pouls. On sait, on l'a dit, l'Algérie ne gagnera peut-être pas la Coupe du Monde, mais au moins la Coupe du Monde du public au Brésil. On a vu de superbes images et Ranou Yalaoui est avec nous justement depuis l'Algérie pour nous parler de cette ferveur. Bonsoir Ranou. Bonsoir tout le monde. Alors parlez-nous un petit peu de cette passion qu'ont les Algériens, excusez-moi, pour la Coupe du Monde. On le voit avec le contingent algérien français ici chez nous. En tout cas, c'est toujours la fête. C'est pareil chez vous, j'imagine. En fait, je vous cache pas que ici en Algérie, le football c'est comme une religion. Donc tout le monde est à fond devant sa télé. Tout le monde attend cette équipe d'Algérie avec impatience. Et puis vu ce qu'on a fait le premier match, je vous cache pas que la déception est énorme ici. Et puis on attend avec impatience le deuxième match. Hein. On y croit en Algérie, Ranou, à la qualification en 8e ? Écoutez, en ce moment, les gens n'arrivent toujours pas déjà à digérer cette première défaite. Déjà parce que on va dire que la déception c'est pas plutôt par rapport à la défaite, mais en soi c'est plutôt par rapport à, on va dire, au style de jeu qui a été adopté. Parce que tout le monde est unanime, tout le monde dit que Vahid Halilovic a dénaturé le jeu de l'Algérie. Tout le monde dit qu'on attendait une équipe super offensive. On attendait des joueurs ultra techniques comme des Djabou, comme des Fegouli, comme des Soudani aussi. Donc on n'a rien vu, on a vu une équipe qui a défendu à 11. Et franchement, je vous cache pas, tout le monde en ce moment c'est la colère, tout le monde est en colère contre Vahid. Après, on commence petit à petit à oublier le premier match et on commence un tout petit peu à espérer pour le deuxième. Et pourquoi Vahid a aligné cette équipe-là ? Pourquoi il a aligné une équipe à esprit défensif alors que l'Algérie restait sur 23 buts lors de ses 10 derniers matchs ? C'est ça. L'Algérie, juste pour vous donner quelques stats, l'Algérie c'est 23 buts lors des 10 derniers matchs. L'Algérie c'est une équipe qui fait dans les 500 passes par match. C'est une équipe qui joue, qui crée du jeu. Le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, il est bourré de talent. Donc, on comprend pas. Tout le monde, personne ne comprend. Le truc, c'est qu'on se dit que les raisons, c'est celui, il les connaît. À mon avis, il a eu peur. À mon avis. Hein. Et est-ce que le peuple algérien pardonnerait à une équipe qui meurt les armes sur le terrain, un peu comme le Mexique ou le Costa Rica ou le Chili ? Si par exemple, pour le prochain match des Algériens, l'Algérie perd 3-2, mais en montrant un aspect très offensif et une très belle image d'un point de vue du jeu. Vous savez, là, ce que vous venez de dire, c'est vraiment le sentiment qui est en ce moment. Parce que les gens, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde pratiquement est unanime, la presse, dans la rue, les gens se disent on aurait voulu perdre les armes à la main. Et on aurait voulu tomber, mais en jouant notre propre jeu, on montre. Parce que vous savez, nous à la base, comme vous venez de le dire, on va pas gagner la Coupe du Monde. Mais ce qu'on veut, on veut juste que c'est-à-dire, on veut voir du beau jeu. D'ailleurs, les gens pensaient qu'ils allaient voir les dignes remplaçants des Madjer, des Belloumi, des Assad. Mais là, c'est-à-dire faire jouer ces joueurs-là, ces joueurs qui sont à mon avis, techniquement vraiment au-dessus du lot. Et faire jouer à 11 derrière, c'est vraiment péché, comme on dit. Mais les Madjer, les Daleb, les Belloumi, c'était des champions déjà dans cet effectif algérien. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui a gagné de grands titres en Europe. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de véritables stars dans cette équipe. Mais quand on voit, c'est-à-dire le potentiel, vous savez, il y a des joueurs qui sont inconnus à l'étranger. Il y a des joueurs comme Djabou, par exemple. Vous savez, Djabou, c'est une véritable pépite pour nous. Pour les gens qui connaissent, c'est-à-dire qui sont au gré du football algérien, ils savent que Djabou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, nous, ce qu'on voulait, c'est que ces joueurs-là, c'est de les faire connaître, c'est-à-dire via ce mondial. On voulait faire voir, c'est-à-dire aux gens, le véritable visage du football algérien. D'autant plus que dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus du championnat algérien, qui ont été formés en Algérie. Donc contrairement à ce que beaucoup disent, c'est-à-dire ils disent que c'est une équipe c'est des joueurs qui sont nationalité français ou bien. Moi je dis que c'est un joyeux mix de joueurs binationaux et de joueurs issus du championnat algérien. Et nous, on voulait à travers ça, c'est-à-dire montrer toute cette technicité qui caractérise cette équipe. Après on reste sur notre faim, on reste frustré et on attend la suite.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Ranou d'avoir réagi sur notre antenne. On peut se rappeler la semaine prochaine pour prendre des nouvelles de l'Algérie ? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Très bonne Merci Ranou. Et bonne fin de Coupe du Monde Ranou. Merci à vous. Profitez bien, merci. Passe le salama, Hamté Zora. Voilà, comme ça les auditeurs, certains auront compris, et n'hésitez pas bien sûr à réagir sur idfm98.fr. Il y a un truc à dire les gars, je sais pas, vous me regardez. Je trouve que c'était une très bonne analyse. Ouais, c'était très bien, très intéressant. C'était très intéressant ce qu'il dit. Voilà, surtout ce qu'a dit Eddy à la fin. Tu penses pas qu'un petit 4-4-2 aurait fait l'affaire sur cette histoire-là? Non, coach Vaïd, non, n'en voulez pas. Messieurs, les amis, je voudrais justement qu'on lance la dernière partie de cette émission. On va parler du Portugal. Le Portugal, on n'en a pas parlé. Le Portugal qui s'est fait étrier face à l'Allemagne. J'aimerais avoir votre réaction, mes amis, avant d'accueillir nos deux auditeurs. Vous allez voir, l'histoire est pas mal. C'est deux mecs qui bossent ensemble et qui arrêtent pas de se charrier sur le Portugal. Et ce soir, ils vont en découdre face à nous. Je vous laisse poser les jalons, mes amis, en attendant justement nos deux auditeurs. Qui a envie de prendre la parole sur le Portugal et la différence avec la grosse défaite face à l'Allemagne? Le Portugal est tombé déjà sur la très grosse équipe. L'Allemagne, gros favori maintenant. Et ça va être encore plus difficile pour eux parce qu'avec un Cristiano au niveau à 50%, avec un Coentrao qui, comment dire, il n'y a pas de, je connais pas la remplaçant de Coentrao, celui qui est rentré à Almeida, on sait pas ce que ça vaut. Et surtout derrière, même si c'est très agressif et très perdu sur sa tête, Pepe, qui est quand même un gage de solidité face aux grands attaquants là-dessus, n'est même plus là. Bruno Alves n'est qu'une doublure remixée, un joueur surcoté, mais il n'aura pas le niveau. Le Portugal, ça va couler. En tout cas, ça va être très difficile. C'est vrai que ça va être très difficile pour les Portugais, surtout que les Portugais n'ont pas cette chance-là d'avoir un collectif très uni, très soudé et s'appuie beaucoup sur l'individualité et sur les qualités de Cristiano Ronaldo. On l'a vu pendant ces barrages. L'action de Coentrao est révélatrice, c'est-à-dire qu'il peut marquer 10 fois et il la donne à Cristiano, c'est loupé. On l'a vu pendant ces barrages, donc si Cristiano ne va pas, le Portugal ne va pas. Les amis, ça y est qu'on lance, ça y est ce dernier jeu, ça m'amuse énormément. J'ai hâte de voir ça, c'est une histoire incroyable. D'un côté, Stéphane, Stéphane, portugais d'origine, son surnom Caraï, et de l'autre côté, Julien, son surnom c'est Ganache. Et tous les deux, ils ne font que se chiprer criper le chignon, là, c'est mieux. Excusez-moi. Et aujourd'hui, on leur donne justement l'occasion sur IDFM 98 FM d'en découdre. Messieurs, est-ce que vous êtes là déjà? Bonsoir. Bonsoir. Alors ça c'est Stéphane et Julien qui est juste derrière. Alors le principe est très simple, messieurs. On va vous faire partir une petite musique qui va durer 1 minute 30. Vous avez 1 minute 30, argument contre argument. Et Valentin vient de faire le tirage au sort et c'est Stéphane qui commence. Donc mon cher Julien, tu te tais, tu n'as pas le droit de parler. Et Stéphane va commencer, c'est au coup de sifflet. D'accord Stéphane, t'es prêt ? Pas de souci. Et racontez-nous, vous êtes toujours opposés tous les deux, c'est ça, hein, vous cripez toujours le chignon à la machine à café sur le Portugal. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de parler de foot, moi je parle de foot et Stéphane il parle du Portugal. D'accord. Ça commence fort les gars. Bon allez, on va partir dans... Allez, 1, 2, 3, les amis, c'est parti. Au coup de sifflet, vous partez. Enfin surtout toi, mon cher Stéphane, supporter donc du Portugal. Vas-y Stéphane. Moi, je pense que le Portugal va passer en 8e de finale, tout simplement parce qu'ils ont une meilleure équipe que les États-Unis et le Ghana. Alors certes, ils ont fait un non-match contre l'Allemagne, certes, ils ont pris une branlée, entre guillemets, ils ont pris 4-0, mais ils doivent réagir, ils se doivent de réagir pour eux-mêmes et ils se doivent de réagir pour leurs supporters. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont faire un gros match et qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris dimanche soir. D'accord. Pas plus d'arguments du côté de Stéphane. C'est bien, c'était bien parti. Si, j'en ai encore. T'en as d'autres, garde-en encore un petit peu. On va lancer autour de Julien. Est-ce que Julien, t'as bien entendu ce qu'a dit Stéphane? Ouais, j'ai entendu parler de réaction. Bon, Julien, dans 2 secondes, c'est à toi. Vous allez réagir comme l'Espagne? C'est ça, première question, je demande si... Attends, j'ai pas lancé le coup de sifflet, il est parti déjà avant. Attends, il est parti avant. 1, 2, 3, c'est parti, mon cher Julien. Oui, donc par rapport à ce que tu disais au niveau côté réaction, je me demande si vous allez réagir comme l'Espagne. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu, côté portugais, c'est un peu surcoté comme équipe. Faut pas, tout le monde annonce l'Allemagne et le Portugal qualifiés pour les 8e. Vous n'êtes pas forcément spécialement beaucoup au-dessus que des États-Unis. Il y a Cricri, on connaît, on sait ce qu'il faut, bien qu'il est un peu blessé, il est un peu fatigué de sa saison. Mais les autres joueurs, je sais ce que je pense de Nani, c'est un peu l'arnaque du football portugais pour moi. Ça fait 10 ans qu'il est à Manchester, on l'a toujours pas vu, c'est toujours pas imposé. Moutinho, tu m'as dit au Portugal, tant qu'il fait son match au Portugal,
il est là. Moi, je l'avais découvert en 2008, il m'avait plu, il est venu à Monaco, il a rien fait. Je suis un peu déçu de voir qu'il a pas fait non plus grand chose contre l'Allemagne. Ouais, Pépé, pour moi, c'est un abruti. Le mec, il est en forme, Julien. Il se fait avoir au vice par un mec de 24 ans, voilà. Et bon, après, voilà, vous arrivez en Coupe du Monde avec un attaquant comme Almeida, c'est vrai, on dirait que vous avez naturalisé Gignac ou quoi. Enfin, c'est... Et encore, vous aurez mieux fait de prendre Gignac, parce que Gignac, je pense qu'il est un peu meilleur quand même. Oh, alors là, t'as bien sûr ton droit de réponse, mon cher Steph. Il a utilisé tout son temps. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. T'as 30 secondes, par contre. Fais vite. Alors, pas de souci. Il faut que je rappelle déjà que le Portugal a joué contre l'Allemagne. L'Allemagne qui en a planté 4 à l'Argentine en 2010, qui joue à 11 avec le fameux Lionel Messi que tout le monde a double. Là, on a joué à 10. Le Portugal, déjà, ils étaient à la rue, je suis d'accord. Pépé a été expulsé. Ok, il a fait le con, il n'y a pas de souci. Il mérite son rouge. Mais le Portugal a totalement lâché le match. Et comme le Portugal a totalement lâché le match, l'Allemagne qui était au-dessus de l'eau, il n'y a rien à dire, c'est une grosse équipe. Après, si le Portugal ne bat pas les États-Unis, c'est qu'ils n'avaient rien à faire en Coupe du Monde. Donc si on perd contre les États-Unis, je serais d'accord avec toi, on a une équipe surcotée. Maintenant, Bento, il va avoir besoin de changer. Il va mettre des jeunes comme William Carvalho, c'est la grande révélation du championnat portugais. Et vous verrez, on en reparlera plus tard. On en reparlera, les gars. Surtout, vous prenez la GoPro quand vous allez être au bureau la semaine prochaine et on a envie de voir la vidéo, d'accord? Merci à tous les deux d'avoir participé au débat, les gars. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et bonne fin de Coupe du Monde. Merci à tous les deux. Voilà, le clash. Qui est-ce qui a gagné? Très rapidement, les amis. Les arguments, quand même, du Julien, c'est ça? Voilà. Julien, contre le Portugal. T'es fort. Était très, très fort. Bon, allez, on va dire match nul. Un partout. Merci à tous, bien sûr, d'avoir suivi cette émission. On va se quitter avec beaucoup de poésie. On vous souhaite de passer une bonne Coupe du Monde. N'hésitez pas à réagir. 0-0. Regardez Angleterre-Uruguay. Vas-y, Linden. Un petit mot pour Greg pour ce jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Greg. Et à Heidi et à Linden, c'était il y a pas longtemps aussi. Bonne soirée. Et bonne soirée à l'écoute d'IDFM. À la semaine prochaine.